Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois chez les anciens. Alors aujourd'hui, on va parler de football et plus particulièrement arbitrage avec un ancien de mes collègues, Cédric Pullissier, qui est aujourd'hui arbitre international futsal. Non, ex. Ex, ouais, c'est vrai, ex depuis cette année, hein. Depuis le 31 décembre. Exactement. Ex arbitre international futsal. Comment tu vas, Cédric? Ben très bien. Je me fais un peu vieux, et d'où l'arrêt de ma carrière. J'ai 48 ans, donc la santé je l'ai, mais on va dire place aux jeunes pour le futur mais tout va bien. Ah super. Bah écoute, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter, où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es né? Présente-toi. Alors, je suis né en 76, donc voilà, c'est avant, il y a un petit moment. Je suis né sur la région lyonnaise, donc j'ai grandi sur la région lyonnaise jusqu'à mes 24 ans. Et à mes 24 ans, j'ai déménagé sur la région parisienne. Donc j'étais arbitre à mes 18 ans. Donc j'ai démarré sur le district du Rhône et je suis arrivé à la Ligue de Paris donc dans les années 2000. Et voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai rencontré ma femme sur la région parisienne et j'ai quitté Lyon au départ en me disant dans 2-3 ans que je retournerai à la maison. Et puis 24 ans après, j'ai toujours pas déménagé, donc je suis sur la région parisienne et je suis bien, même si la météo n'est pas très clémente avec nous depuis quelques années. Les hivers sont longs, on va dire, sans le soleil. Mais donc voilà, donc sur la région parisienne et dans le milieu du foot et dans le milieu du futsal également, avec l'arbitrage notamment. D'accord. On va faire un petit comeback, on va revenir un petit peu en arrière. Je vais te demander quels ont été tes premiers souvenirs dans le football. Alors mes premiers souvenirs, c'est jeune, donc j'ai démarré joueur. Ouais. Donc j'ai démarré à 5 ans. Donc j'ai de vagues souvenirs avec les copains où on jouait à l'époque. Alors c'était le club de l'AS Muroise, un petit village à Saint-Laurent-de-Mur. Et voilà, j'ai plein de souvenirs en tant que joueur. J'ai des souvenirs, alors plus avec l'équipe de France de foot à l'époque de Michel Platini. Donc j'ai des souvenirs en 82, en 86, quand ils font la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, contre le Brésil, quart de finale et qui perdent en demi-finale. J'ai bien entendu le souvenir de 82, de Giresse, de Platini. Donc voilà, le foot, c'était un peu à cette époque un peu nostalgique. Et j'ai joué jusqu'à mes 20 ans. Donc à l'époque, tu le sais, en tant qu'arbitre, je crois que c'est 21 ans où tu dois faire le choix entre l'arbitrage et le foot. Donc j'ai joué jusqu'en senior. Et puis 21 ans, comme j'étais déjà arbitre, j'avais décidé d'arrêter et de continuer dans l'arbitrage. Mais voilà, le jeu avec les copains à notre humble niveau de district où on jouait gamin, on faisait des tournois. Donc c'est pas mal de souvenirs à cette époque. Super. Qu'est-ce qui t'a amené à l'arbitrage? Parce que généralement, quand on est passionné de foot, on reste dans le foot. Qu'est-ce qui fait que t'as passé le cap? Alors, l'anecdote, c'était le président du club voyait un de ses arbitres partir. Donc, à l'époque, il avait le service militaire, l'arbitre, donc il pouvait plus représenter le club. Il avait décidé d'arrêter. Et en fait, bien souvent, quand on joue et à notre niveau, parfois, on n'aime pas la justice. On pense toujours savoir mieux faire. Et en fait, le président est venu me voir en me disant, tiens, Cédric, tu voudrais pas arbitrer et continuer de jouer? Et puis je me suis lancé ce défi en disant, moi aussi, je peux peut-être mieux faire. Et voilà, je suis rentré dans l'arbitrage. J'ai commencé, c'était à arbitrer en U15 et très vite, les échelons sont vite passés. U17, senior, tout ça la même année, et puis le concours Ligue déjà l'année d'après. Donc puis ça m'a plu. J'aime bien le contact avec les gens, donc ça permet de voir d'autres dirigeants, d'autres clubs, d'autres joueurs, d'autres environnements. Et voilà, je me suis lancé là-dessus. Et la chance de monter les échelons fait que voilà, le niveau est plus intéressant. Forcément, voilà, tu as envie de goûter. Quand tu commences à goûter le haut niveau, tu as envie de gravir les échelons.
ce qui était beaucoup plus difficile en tant que joueur, parce que j'ai un bon niveau des deux pieds, mais pas autant que Messi ou Ronaldo. Donc je suis resté dans l'arbitrage, puis j'ai bien fait parce que j'ai eu une belle carrière. Donc. Ah, super. Quels sont tes premiers souvenirs en tant que jeune arbitre? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué vraiment au début de l'arbitrage, quand tu as commencé? Je me souviens, au début, c'était l'accueil des dirigeants des clubs. J'ai bien aimé. Et en fait, quand on débute, forcément, on connaît pas tout. Voilà, on ne devient pas un Messi à 5 ans. Il faut travailler. Et en fait, les premiers temps, ben, on fait des erreurs, on sait pas tout, on apprend énormément. Voilà, tu le sais, on passe des concours, on a des questionnaires, et même quand on a les questionnaires, on a des fois des interrogations. On se dit, ben, j'espère que ça m'arrivera pas, parce que c'est quelque chose qui arrive pas souvent et qu'on n'a pas forcément la réponse sur le coup. Et en fait, c'est beaucoup de pédagogie de la part des dirigeants, surtout quand tu es jeune. Ce que j'ai apprécié. À mon époque, on n'avait pas trop de difficultés, on n'avait pas de. Enfin, moi, je me souviens pas d'avoir été en insécurité sur un terrain aux abords de stade. Voilà, c'était, on y allait, on était calme et même si on faisait des erreurs, ce qui arrive à tout le monde, on n'était pas sous pression comme on peut le voir aujourd'hui au plus bas niveau et très souvent chez les jeunes. Alors, c'est un peu problématique. Malheureusement. Ensuite, après ça, donc, tu as commencé l'arbitrage. J'imagine que tu as commencé à prendre du plaisir immédiatement, ou c'était pas tout de suite? Oh, si, c'était, la première année, ça a été assez vite. La première année, c'est vite enchaîné. Et en fait, j'ai passé le concours Ligue très rapidement. Et donc, à l'époque, c'était la PH, promotion honneur. Et j'ai très vite fait des assistants en DHR et PH et DH à l'époque à Lyon. Et voilà, le haut niveau, ça joue bien, voilà, ça donne envie de progresser. Et j'ai vraiment vite pris du plaisir à arbitrer. Donc, comme je te le dis, c'était très vite l'accueil des dirigeants, pas de soucis d'insécurité. À l'époque, on voyait l'arbitrage d'un bon œil. Donc, j'ai dit, allez, je fonce. J'y suis allé plein dedans. D'accord. Ensuite, après ça, quelle était ton évolution? Comment t'es monté? Quels étaient tes examens? Comment ça s'est passé? Afin que les auditeurs comprennent un petit peu le monde de l'arbitrage. Alors, il y a un concours quand tu démarres au plus bas niveau pour pouvoir être arbitre de district. Tout le monde passe un concours. Donc, il y a une formation, c'est deux week-ends. On passe un concours, un écrit. Après, on est vu sur le terrain. Et quand on démarre au district, normalement, ben, chaque échelon, chaque division, tu peux monter tous les ans quand tu es supervisé sur le terrain. Et quand tu arrives au plus haut niveau du district, tu peux prétendre à passer le concours Ligue. Donc, une fois que tu passes le concours Ligue, donc par exemple sur la Ligue de Paris, on va prendre les meilleurs du district du 78, les meilleurs du district du 92, etc. Ils passent un concours et les meilleurs montent en Ligue. Et à la Ligue, ça va être le même échelon. Tu vas monter année par année. Donc aujourd'hui, c'est la R3, tu vas monter en R2, tu vas monter en R1. Et une fois arrivé au plus haut niveau, pour pouvoir passer à la fédération, c'est à nouveau un concours. Les meilleurs de France, donc les meilleurs des ligues françaises, et puis ben on va être une vingtaine à passer le concours, et puis la fédération va dire je prends 3 candidats, je prends 4 candidats, donc faut être le meilleur chaque fois, chaque année pour être au plus haut niveau. Et une fois que tu arrives à la fédération, ben ça va être à nouveau un classement annuel, et les meilleurs montent, les autres se maintiennent, et les moins bons, pas les plus mauvais, mais les moins bons, parce qu'à la fédération on a quand même le gratin de l'arbitrage, mais malheureusement il y a un classement, comme les équipes. Voilà, celles qui terminent dernières ne sont pas forcément mauvaises, mais elles ont été moins bonnes que les autres équipes. Et ben, les arbitres, c'est la même chose. Il y a des classements, et puis ben, là, en fin de saison, certains arbitres sont reclassés en division inférieure. Et donc j'ai eu la chance moi de passer le concours donc au district en foot, de monter en ligue, et j'ai passé en 2006 le concours à la fédération en tant qu'arbitre assistant, où j'ai échoué. Donc l'échec, ça arrive et il faut se remettre en question. Et j'ai passé le concours fédéral l'année d'avant au futsal, en 2005, où j'ai réussi. Et
j'ai eu la chance de monter et de rester. Alors le futsal à l'époque, il y avait qu'une seule division, donc quand tu étais arbitre fédéral, il y a pas eu de descente pendant 5-6 années. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas assez d'arbitres, donc on essayait d'enrichir le nombre d'arbitres fédéraux. Donc tous les ans il y avait un concours et ils en prenaient 2 ou 3 pour essayer de faire grossir le nombre d'arbitres fédéraux futsal. Et puis à un moment donné, on a dit voilà, on va faire une sélection comme au foot, un nombre d'arbitres qui restent parce que il faut bien les motiver pour être meilleurs chaque année et donc d'avoir un classement. Et je crois qu'on a commencé à avoir des arbitres qui descendaient au niveau régional à l'époque en 2010 ou 2011. D'accord, super. À un moment donné, tu étais arbitre de foot à 11 et tu as fait le choix de devenir arbitre de futsal. Pourquoi ce choix-là, en sachant que, si je me trompe pas, tu as dû commencer le futsal à un peu plus de 20 ans, si je dis pas de bêtises. Le futsal était assez méconnu en France. Comme tu dis, il n'y avait qu'une seule division. Donc, pourquoi ce choix-là? Pourquoi tu t'es dirigé vers là? Alors, j'aime bien les challenges. Et en fait, en 2001, je me souviens, la Ligue m'appelle en me disant on a un tournoi de futsal ce week-end, est-ce que tu veux venir arbitrer? Et je dis mais et c'est véridique. Je dis je connais pas les règles. Et la personne m'a dit mais ne t'inquiète pas, les joueurs non plus. Parce que comme tu le dis, il y a une vingtaine d'années, le futsal était méconnu et c'est souvent des joueurs qui jouaient au foot. Et quand il faisait froid ou en hiver ou quand il y avait des tournois, à l'époque, on disait on fait du foot en salle. Il y a une trentaine d'années, c'était un ballon feutrine. Donc tout ça a évolué et en fait, j'ai pris goût, sachant on jouait en futsal la semaine. Et donc il y avait un match de championnat du lundi au vendredi, donc on était désignés, on faisait 1 ou 2 matchs de futsal même parfois. Et puis le samedi ou le dimanche, on arbitrait en foot en herbe. Donc en fait je voyais il n'y avait pas de difficulté à faire les deux. Donc ça m'a permis de découvrir le futsal, les règles parce que c'est légèrement différent du foot. On a les cartons, on a les tacles, on a les fautes, mais voilà, les touches se jouent au pied, les changements sont illimités, le gardien il a 4 secondes pour jouer, les joueurs aussi, donc voilà, il y a quelques règles particulières et en fait c'est plaisant. En hiver, on est au chaud, donc voilà, on se plaît à cette discipline et puis c'est spectaculaire, voilà, donc très vite le futsal j'ai bien aimé. Et puis il n'y avait pas de contraintes pour lier les deux activités, foot et futsal. Donc dans un premier temps, c'était assez plaisant de faire du futsal en plus du foot à 11. D'accord, super. Beaucoup d'entre nous connaissent peu le futsal. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les grosses différences entre le foot à 11 et le futsal, que ce soit au niveau de l'arbitrage, au niveau des joueurs? Parce que de ce qu'on peut voir, il y a quand même pas mal de contacts en futsal, comme le terrain est plus petit. C'est différent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les grosses différences et comment tu gères ça? Oui, en plus, alors au départ, on disait souvent le futsal, il n'y a pas le droit au tacle. Alors c'est vrai si on ne touche pas l'adversaire. Au foot, tu fais un très joli tacle sur le ballon et tu touches ton adversaire et il tombe, il n'y a pas faute. Au futsal, il y aura faute. Donc c'est vrai que souvent c'est un peu spectaculaire, mais le futsal ça va très vite. Donc ce qui est bien pour les arbitres, les joueurs n'ont pas le temps de discuter et c'est véridique. Hein. Quand on est sur le terrain à 11, tu vas avoir 11 adversaires, 11 joueurs en face de toi. Et si tu prends une mauvaise décision, une décision contre les joueurs, c'est vrai qu'on a parfois toute l'équipe qui se met autour de l'arbitre. Au futsal, il y a que 4 joueurs et un gardien. Donc si on prend une décision importante, on va pas avoir autant de joueurs autour de soi. Et comme je le disais tout à l'heure, on a sur tout le match, on a 4 secondes pour la remise en jeu. Et bien souvent, les équipes jouent très vite. Et un joueur en moins sur le terrain, ça fait vraiment tout de suite sa différence. Alors qu'au foot, 10 contre 11, la différence ne se voit pas tout de suite. Au futsal, 3 contre 4, le joueur se replace pas ou discute ou conteste l'arbitre. Si les adversaires jouent, ça fait déjà une supériorité. Et donc, au futsal, ça pardonne pas. Donc, il y a beaucoup moins de contestation.
le jeu va très vite. Et en fait, comme je le disais, on peut aller jusqu'à 7 remplaçants et c'est à l'infini. Donc les joueurs, c'est très physique, c'est très cardio. C'est un peu comme le squash ou à l'époque, voilà, les joueurs arrivent à tenir 3-4 minutes. D'accord. Parce que le cardio, c'est voilà, tu fais que des sprints en fait. Le terrain étant petit, c'est dans tous les sens et de ce fait, ben voilà, un joueur fatigué, il sort, le remplaçant le remplace et il se repose 3-4 minutes et il revient. Et donc c'est ça qui me plaît, c'est que ça va 100 à l'heure. En fait, les joueurs ne se retiennent pas, ils donnent le maximum et en plus voilà, sur le futsal, on est arrivé aujourd'hui à avoir de grands joueurs dribbleurs et avec des gestes techniques qu'on voit pas forcément au foot et bah c'est voilà, j'ai amené des amis venir voir du futsal quand tu as 5-4 au score ou des renversements de situation, bah voilà, tu as du spectacle, il y a des buts, il y a de l'ambiance et en plus voilà, on n'en a pas encore parlé mais le public rajoute aussi un peu d'excitation pendant le match parce que ben les tribunes sont beaucoup plus proches du terrain. Et forcément, ça met un peu de pression aux adversaires, aux joueurs, aux arbitres aussi. Donc c'est assez plaisant le futsal par rapport au foot. D'accord, super. Revenons-en à toi maintenant. Tu as commencé donc le futsal en 2001, c'est ça? Oui. 2001. Donc tu as évolué. Comment tu as évolué en futsal et comment s'est fait le fait de devoir arbitrer à la fois le futsal et le foot à 11? Alors, il n'y avait pas de concours au niveau du futsal. Donc, à l'époque, si tu étais arbitre, tu pouvais arbitrer futsal. Donc, c'est ce qu'on a fait en 2001. Mais en 2001, c'était vraiment le début des compétitions régionales. Et il n'y avait pas assez d'équipes au niveau départemental, donc il n'y avait pas de championnat. Et en fait, en 2005, j'ai passé le concours fédéral. Et à l'époque, on arbitrait la coupe. Alors, ça s'appelle pas la Coupe de France, ça s'appelle la Coupe nationale futsal. Et à l'époque, on faisait ça sur des genres de plateaux. Donc, il y avait des équipes, il y avait 4 équipes sur un plateau. Il y avait 8 plateaux en France. Et ils disaient que c'était les demi-finales de la Coupe nationale. Et le premier de chaque plateau était qualifié pour la finale. Donc, sur un tournoi, sur un week-end. Et il y avait le vainqueur. Donc, il n'y avait pas de championnat de France. Le vainqueur de la Coupe nationale n'était même pas qualifié à l'époque sur des compétitions internationales. Donc, le futsal se développait. Et j'ai perdu le fil de ta question. Bah, ton évolution. Alors, je suis passé fédéral 2005 et comme je te disais au départ, il n'y avait pas forcément de classement. Et par contre, il y avait des compétitions internationales et le premier arbitre international français, il y avait Pascal Fritz, il y avait Romuald Bourgois qui ont fait partie des premiers. Romuald a arrêté. Est venu Ludovic Smith-Loney, un ami du Nord, et puis ben lui arbitrait aussi en foot en herbe, et la fédération lui a demandé de faire un choix. Donc il a arrêté le futsal, et il a arrêté en 2010 le futsal. Donc en 2011, j'ai eu l'opportunité de passer international. D'accord. Donc c'est chaque fédération propose une liste de noms à l'UEFA. Et donc, me voilà arbitre international en 2011. Et je fais mes classes, je fais quelques matchs, quelques tournois, ça se passe bien. Et donc, d'année en année, je gravis les échelons. Donc, j'ai démarré en catégorie 3, je suis passé en catégorie 2, je suis passé en catégorie 1. Et en 2016, je passe international. En 2016, je passe arbitre élite. Donc, c'est le plus haut niveau au niveau UEFA. Et cette même année, je fais l'Euro en Serbie en février. Je fais le Final Four au mois de mai en Espagne et je fais la Coupe du Monde en septembre en Colombie. Donc voilà, ça a été une année un peu de tremplin pour moi. Et en fait, quand je suis passé en 2011 au niveau fédéral, international, pardon, et on a commencé à avoir des compétitions au niveau fédéral. Donc, on avait les championnats le samedi. Et c'est là où, en 2011, j'ai décidé d'arrêter le foot en herbe. Parce qu'à l'époque, j'arbitrais le futsal la semaine et le foot en herbe le week-end. Donc, c'était pas gênant. Mais à partir de 2011, ça commençait à avoir beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs.
Et vis-à-vis des collègues qui n'arbitraient qu'en foot, je prenais malgré tout une place d'un collègue et j'étais souvent absent ou souvent indisponible. Donc j'ai décidé en 2011 d'arrêter le foot en herbe. D'accord, super. Étant donné que tu es devenu arbitre fédéral et il faut que tu te déplaces généralement tous les week-ends, Oui. si je me trompe pas, ça prend beaucoup de place dans ton emploi du temps. Oui. Entre les stages, les déplacements, oui. Ça prend beaucoup de place. Comment tu fais? Est-ce que à ce moment-là, on devient arbitre professionnel ou pas? Alors à notre niveau au futsal, on n'a pas encore de contrat professionnel avec la fédération. Même les arbitres internationaux n'ont pas encore cet accord-là. On s'organise. Donc les matchs étant le week-end, on n'est pas trop contraint par le travail la semaine. Ça nous demande quand même une bonne organisation parce qu'on a des entraînements à effectuer. On a chaque semaine une vidéoconférence avec notre manager Romain Bourgois pour pouvoir visionner le match et analyser le match du week-end précédent. Et on s'organise. Moi à Paris, la chance que j'ai, c'est que le train, l'avion, c'est assez facile. On a des collègues qui sont dans l'est de la France ou dans le sud. Et quand ils traversent, par exemple, la France pour aller à Toulouse, parfois ils ont un déplacement le vendredi pour rentrer chez eux le dimanche, même si ça reste le week-end, mais c'est une organisation. Et en fait, pour ma part, on était deux arbitres, donc Victor Schex de Nice, qui était international, qui l'est toujours, mais qui avait un contrat de sportif de haut niveau, comme je l'avais. Et depuis 2015, on avait un accord avec la fédération et notre employeur. Donc la fédération payait notre employeur pour avoir une autorisation d'absence de 30 jours dans l'année, uniquement dédiée aux compétitions internationales. Donc à chaque fois qu'on avait une compétition, plutôt que de perdre un jour de congé ou de poser des sans-soldes, on avait cet accord-là qui a été vraiment bénéfique pour moi à l'époque. Ça nous permet d'être libre, de partir et sans penser à autre chose. On n'est pas professionnel parce que aujourd'hui dans le futsal, on en a parlé, on n'a pas le même revenu qu'au foot. On n'a pas de médias, on n'a pas de sponsors, c'est pas suffisamment télévisé. On progresse. Donc l'équipe de France a fait la Coupe du Monde au mois de septembre. Les matchs étaient télévisés sur l'équipe 21 en direct. Donc voilà, on commence de plus en plus à être représenté au niveau des médias. Il y a aujourd'hui une application où on peut permettre à tout le monde de regarder les matchs tous les week-ends de la D1 pour l'instant. Les matchs sont télévisés. Donc voilà, petit à petit, puis en espérant que mes collègues puissent bénéficier un jour d'un contrat professionnel, ça sera. On a démarré avec les filles il y a deux saisons, filles foot. Donc voilà, il faut du temps, mais on avance. J'ai confiance. J'aimerais bien qu'on redore un petit peu l'arbitre et l'arbitrage, et afin qu'on se rende compte que l'arbitre est un être humain à part entière et que c'est un sportif de haut niveau surtout. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce que tu dois faire comme sacrifice en termes d'entraînement, de déplacement et la difficulté d'allier, pour certains en tout cas, le côté professionnel avec le côté arbitrage, étant donné que vous n'êtes pas des pros, vous ne vivez pas de ça en fait? Alors, le haut niveau demande beaucoup d'exigences. Après, c'est selon l'implication de chacun. Moi, je me suis toujours mis à fond dans ce que je faisais. Donc, beaucoup moins aujourd'hui. Je suis passé à 3-4 entraînements par semaine. Mais à l'époque, on était à 4-5 entraînements par semaine, plus le match le week-end. Et c'est une organisation. Quand on travaille, j'avais la chance d'avoir une salle et une douche à mon lieu de travail. Donc très souvent les entraînements le midi. Alors c'est anecdotique, on se rejoint aujourd'hui dans une salle, mais j'ai quasiment pas fait d'entraînement en salle parce que l'accès aux salles c'est particulier, il faut demander des autorisations. Et moi aujourd'hui, je suis dans les Yvelines, je suis proche de la nature, j'aime bien aller courir dehors. Et j'alliais le travail avec un entraînement le midi, très souvent, parfois le soir.
Donc c'est une contrainte. Et puis c'est une organisation, comme tu le dis, avec la vie de famille. Il faut s'organiser. Après, ça devient une habitude. Voilà, comme quand on débute dans l'arbitrage, on apprend. Et quand on débute dans l'arbitrage de haut niveau, on apprend, on s'organise. Et puis après, c'est devenu assez facile d'organiser un déplacement, d'organiser les entraînements. Et puis c'est de s'imposer une contrainte, voilà, une régularité sur les entraînements. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire les tests les tests effectués par la fédération, ce que vous faites concrètement, savoir que si vous ratez les tests, vous ne pouvez pas arbitrer, si je dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Alors, au niveau de la fédération futsal, on a 3 rassemblements dans l'année. Habituellement en août, en janvier, et on a un dernier rassemblement pour les FFU1, on appelle ça. C'est-à-dire Fédéraux Futsal 1, donc ceux qui sont en première division. Un dernier rassemblement généralement en mars-avril, avant la fin de la saison, les playoffs et la fin de la Coupe nationale. On a deux catégories aujourd'hui, FFU1 et FFU2. Et donc les 2 rassemblements au mois d'août et au mois de janvier, où on a des tests physiques obligatoires à passer. Donc celui de début de saison, il est obligatoire pour pouvoir démarrer la saison. Tant qu'on n'a pas réussi ce test, on ne peut pas démarrer à arbitrer. Comme ce test au niveau du foot, donc chez les hommes ou que ça soit également chez les filles. Et on a le droit officiellement à 2 échecs. Donc le premier échec nous oblige à en repasser un, généralement 6 semaines après. Si à nouveau un échec, donc un arbitre classé FFU1 est rétrogradé automatiquement FFU2. Un arbitre FFU2 serait rétrogradé directement en ligue. D'accord. Donc 2 échecs, c'est une rétrogradation, tout en nous obligeant à passer malgré tout le 3e test. C'est-à-dire qu'un arbitre fédéral 1, s'il échoue au mois d'août, il va repasser probablement fin septembre ou début octobre. S'il échoue à nouveau, il est rétrogradé en 2e division, donc FFU2, mais doit repasser malgré tout le test. Et s'il échoue à nouveau, il est remis à disposition de sa ligue. Donc on a 2 tests à passer pendant le courant de la saison, donc au mois d'août. Et là, on a un test, donc on a un rassemblement le dernier week-end du mois de janvier. Donc les arbitres FFU1 et 2 seront à Clairefontaine avec un test obligatoire le vendredi après-midi. Et ça nous permet de continuer sur la 2e partie de la saison, une fois que les tests sont passés. Donc, vous êtes des vrais sportifs. Alors des vrais sportifs. Alors notre préparateur physique à l'époque, Jean-Michel Prat, nous mettait la pression. Donc c'est vrai que dans les années, je me souviens encore 2014-2015, on arrivait au test, on était un petit peu comme ça. Aujourd'hui, on est, comme tu le disais, on n'est pas professionnel, mais on a un comportement pratiquement de professionnel. On s'entraîne 4-5 fois par semaine. Aujourd'hui, on vient passer des tests. Pour nous, c'est un entraînement. D'accord. C'est un entraînement intensif. Mais aujourd'hui, on a 100% des arbitres qui réussissent les tests parce qu'il y a une assiduité aux entraînements. Il y a un sérieux de la part aussi des arbitres. Aujourd'hui, on fait face à des équipes où les joueurs s'entraînent tous les jours. Voilà, les équipes du haut de tableau en D1, c'est des entraînements tous les jours, voire parfois 2 entraînements journaliers. On a des joueurs qui sont sélectionnés en équipe de France, qui font de plus en plus de rassemblements. Et le plus haut niveau demande du sérieux, de l'implication. Et aujourd'hui, voilà, quand on arrive sur les tests, c'est un bon entraînement. D'accord. C'est un bon entraînement. Étant donné que tu as été et que tu es toujours au plus haut niveau en termes d'arbitrage de futsal, est-ce qu'il y a une certaine pression, est-ce que vous ressentez, étant donné que il n'y a pas les enjeux du foot à 11, mais comme certains enjeux. Est-ce que tu ressens cette pression-là? Alors je me souviens, il y a encore 2 ans, j'étais avec un arbitre du sud de la France et qui me disait mais t'as pas la pression, Cédric? Et en fait, je pense que d'avoir atteint un très haut niveau aujourd'hui, c'est comme
je pense aux arbitres en Champions League qui rentrent au Parc des Princes ou qui rentrent sur Bernabéu. Quand tu as 50 000, 80 000 personnes, tu dois avoir. Et en fait, je pense que les arbitres aujourd'hui, le fait d'arbitrer très régulièrement, bah, tu n'as plus la même pression que tu avais au tout début. Et aujourd'hui, quand je rentre moi dans une salle, j'ai arbitré mon dernier match international au Danemark. La salle était comble, 4200 personnes, et c'est plus la même pression que l'on avait au début quand on démarre au plus bas niveau. Je pense que c'est de la pression positive, et en fait ça agrémente la motivation pour l'arbitre, pour l'humain. Mais j'ai plus cette pression que j'ai pu avoir. Je me souviens en Colombie, quand j'ai arbitré à la Coupe du Monde, mon premier match, j'avais la pression. Donc voilà, malgré mon âge de 40 ans, tu fais une Coupe du Monde, c'est ton premier match, oui, là tu as la pression. Et j'ai arbitré en Lituanie, donc ma seconde Coupe du Monde, où là je suis arrivé sur mon premier match, j'avais pas la même pression que j'avais pu avoir 3 ans auparavant. D'accord. Durant ta carrière, dans les gros matchs, tu as dû certainement faire des erreurs, parce que tous les arbitres font des erreurs. Comment tu gères ces erreurs si elles ont un impact sur le match après coup, après le match? Est-ce que tu ressens quelque chose ou tu te dis non, ça fait partie de la vie, comme un joueur peut rater un penalty, etc. Alors c'est toujours frustrant qu'un arbitre se trompe. Comme tu dis, j'ai encore des exemples très récemment. En décembre 2023, j'arbitre en Slovénie-Italie, qualification pour la Coupe du Monde. Et je fais un match j'étais avec Julien Lang. On fait un match extraordinaire. Je fais avantage, but. Je refuse un but pour une main d'un Italien. Je mets un carton rouge pour un coup de poing d'un Italien. Je fais le match parfait. Et puis une situation proche de moi, je vois pas l'impact. Et je pense que mon collègue, le troisième arbitre, était peut-être mieux placé pour voir l'impact. Je vois pas l'impact. Et Julien me dit tout de suite, c'est minimum jaune. Et en fait, je rentre sur le terrain, je mets carton jaune, les soigneurs rentrent, le joueur reprend, et puis on termine le match, gros match, les Slovènes gagnent. Et à la vidéo, l'Italien se fait découper la cheville. Enfin, c'est rouge, mais en fait, c'est quand je vois la vidéo, je me dis merde, je me suis trompé. Et c'est la frustration, c'est de l'énervement, parce que voilà, un arbitre doit pas avoir même ça n'a pas eu d'influence sur le résultat. Le joueur a continué, il n'a pas été blessé, mais c'est toujours frustrant de sortir d'un match et de voir une grosse erreur. S'il fait une faute, pas faute, ça c'est le jeu. Au futsal, contrairement au foot en herbe, on a plus d'une centaine de décisions à prendre dans le match, et c'est impossible d'être parfait sur tout le match, que ça soit une touche, que ça soit un corner, que ça soit une faute. Après, carton rouge, but pas but, penalty pas penalty, ça c'est des décisions importantes. Et quand elles ne sont pas prises, forcément, on fait une autocritique et on dit j'ai pas pris la bonne décision, j'ai pris une mauvaise note et je l'accepte, et c'est de se remettre en question et se dire voilà, mon placement était pas le bon. Sur une prochaine situation, comment réagir, comment se déplacer. Alors l'anecdote, c'est que j'ai eu une autre situation sur mon dernier tournoi au mois de décembre en Espagne. Tournoi, donc il y a 6 matchs. Premier match, première faute du match, 3 minutes de jeu, plus ou moins la même situation. Alors beaucoup plus dégagé, j'avais vraiment la vue, et je sors le rouge direct, et les joueurs très étonnés. Et en fait, à la vidéo, il y avait rouge, et en fait, je gagne mon tournoi sur cette décision. Alors que si je mets jaune sur cette décision, je perds ma crédibilité. Et en fait, c'est bien souvent ce genre de situation. Voilà, j'ai un exemple, je me suis trompé, et ça me servira de leçon aussi pour les prochaines fois. Et ça sert de leçon aujourd'hui parce qu'on a les vidéos. Ça nous permet, entre collègues, de s'envoyer les vidéos en disant, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'à l'époque, on n'avait pas autant de moyens pour se former à l'arbitrage, et notamment au futsal, parce que ça va très vite. Il n'y a pas de tacle, il y a très peu de tacle, donc il n'y a pas de joueurs blessés comme on peut l'avoir au foot. Mais parfois, ça va être des situations, souvent un point d'impact au niveau de la cheville,
et de protéger les joueurs, c'est important aussi. D'accord. Sur un terrain de futsal, contrairement à un match de foot à 11, on a 2 arbitres si je dis pas de bêtises. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un arbitre principal et un arbitre adjoint? Est-ce que si c'est le cas, l'arbitre adjoint a le droit de mettre des cartons? Comment ça se passe concrètement? Alors, c'est un peu comme au foot, on va avoir les 2 assistants, donc uniquement déplacement latéral, et il y a effectivement un arbitre principal, donc l'arbitre numéro 1 et l'arbitre numéro 2. Pourquoi l'arbitre numéro 1? L'arbitre numéro 1, déjà en plus de gérer le terrain, il va aussi avoir le banc de touche derrière lui. Donc en cas de conflit, en cas de contestation, il est amené à avertir ou exclure un dirigeant ou un remplaçant. Et c'est lui, en cas de contrainte, qui devra prendre la décision finale. Alors au futsal, on a le terrain qui est divisé en 2 avec une ligne imaginaire. Tout ce qui se passe du côté de l'arbitre numéro 1, les décisions sont à prendre par lui, et tout ce qui se passe de l'autre côté sont à prendre par le numéro 2. Une décision ici, le joueur tombe, l'arbitre numéro 1 ne siffle pas, ça serait un peu délicat de la part du numéro 2 de siffler en étant à 20-30 mètres. Voilà. Aujourd'hui, on a des moyens de communication, des oreillettes. On est parfois, encore moi, ce week-end, à donner un avis sur une situation, faute. Après, le collègue qui est le plus proche, c'est à lui de prendre la décision, et sa position fait qu'aujourd'hui, il est beaucoup mieux placé que le numéro 1 qui annonce au numéro 2 une faute devant ses pieds. Après, s'il y a faute, le numéro 2 doit aussi prendre ses responsabilités. Donc on est souvent en diagonale, on traverse le terrain comme un assistant, donc pas chassé, beaucoup de pas chassés, des sprints. Donc voilà, on se partage le terrain en 2, et si on est amené à avoir une décision un peu délicate, et ça m'est arrivé moi sur la finale de la Ligue des Champions, situation pas anodine, mais attaquant, il tire le maillot, il se retourne et il marque. Je valide le but, et en fait le coach demande vidéo support. Alors la particularité de la vidéo support, c'est un peu comme la VAR au foot, mais c'est les coachs qui ont le droit à un challenge par période, par mi-temps, par période et par équipe. Et en fait, on l'a uniquement sur la Ligue des Champions et sur la Coupe du Monde. Il faut payer les vidéos, et du coup, on l'a pas sur les autres compétitions. On va peut-être y venir en championnat de France, peut-être cette année normalement sur les matchs des playoffs. Mais voilà, à la Coupe du Monde et à la finale de la Ligue des Champions, on l'avait. Donc on va à la table de marque avec mon collègue, on regarde la vidéo, et effectivement, il y a un tirage de maillot. Et sur cette décision, si moi je dis je maintiens ma décision, pour moi il n'y a pas faute, ça sera la décision finale au numéro 1 de la prendre. Okay. Et en l'occurrence, le numéro 1, il dit il y a faute. Donc c'est le numéro 1 qui doit prendre une décision. Si moi je lui dis il n'y a pas faute, et que lui il me dit je refuse le but et pour moi il y a faute, auquel cas c'est lui qui décide de refuser le but. Okay. Donc en l'occurrence, je lui ai aussi confirmé qu'il y avait faute, mais s'il y avait eu un conflit avec la vidéo, c'est lui qui prend la décision finale. Comme en match, si je siffle penalty et que pour lui il n'y a pas penalty, il va venir vers moi en me disant Cédric, il n'y a pas penalty, on annule le penalty. Si je lui dis si il y a penalty, c'est lui qui prendra la décision finale de dire il n'y a pas penalty, c'est moi qui prends la décision finale. Heureusement, ça arrive pas parce qu'un conflit c'est un peu particulier, mais voilà, aujourd'hui on a les oreillettes, c'est aussi de se faire confiance parce que voilà, moi ce samedi, à un moment donné du match, je dis à mon collègue pour moi il y a faute, et en fait à la vidéo il y avait absolument pas faute, et je vois j'ai deux adversaires, le joueur tombé, donc un joueur qui tombe, je dis machinalement pour moi il y avait faute, et en fait à la vidéo il y avait absolument pas de faute, et mon collègue était beaucoup mieux placé que moi. Donc après c'est je vais donner un conseil ou je vais donner mon sentiment parce que on a un angle différent de là où on est. Parfois on voit pas forcément bien, ou parfois on voit bien, qui a été aussi une autre situation où j'ai dit à mon collègue à 20 mètres de l'action, je lui ai dit rouge alors qu'il venait de mettre jaune, et il change de couleur et c'était rouge. Donc en étant éloigné, finalement mon angle était peut-être mieux que lui qui était près de l'action, peut-être trop près finalement. Ouais. Donc parfois voilà, c'est de prendre une décision rapidement et ne pas se tromper.
Comment tu prépares tes matchs techniquement, tactiquement parlant, par rapport, si je te donne un exemple, est-ce que t'as des joueurs qu'on doit protéger? Peut-être qu'il y a des joueurs, comme tu arbitres au plus haut niveau, tu commences à connaître à peu près les joueurs. Peut-être qu'il y a des joueurs qui sont un peu rugueux. Comment tu prépares tes matchs avant d'aller directement sur place? Alors, malheureusement, on n'a pas autant de vidéos qu'au plus haut niveau. J'ai arbitré Danemark-Albanie et en fait, les deux équipes jouaient la semaine précédente, toutes deux sur deux matchs différents. Et en fait, aucune vidéo, à part regarder les statistiques du nombre de fautes, des joueurs avertis. On essaye de se préparer par rapport, Danemark-Albanie. Danemark a perdu de très peu. L'Arménie perd 2-0 très peu contre le Kazakhstan, qui est une grande équipe. Donc on s'attendait forcément à un match serré, ce qui a été le cas, mais on n'a pas autant de vidéos qu'on peut. En championnat de France, on a des vidéos de tous les matchs. Donc là, on a suffisamment de vidéos pour analyser des situations. On commence à connaître quand même suffisamment les joueurs. Voilà. Pour certains, ça fait presque 15 ans qu'ils sont en championnat de France. Donc on connaît les joueurs. Comme tu le dis, il y a des joueurs qu'il faut malgré tout protéger. Les meneurs, les dribbleurs, c'est des joueurs, on doit faire attention à eux. Mais quoi qu'il arrive sur le terrain, si eux aussi commettent des fautes, ils sont sanctionnés. Mais c'est vrai que au futsal, il faut vraiment protéger les joueurs qui animent, qui animent le jeu, comme au foot, le 6, le 10, ce sont des joueurs qu'il faut protéger parce que c'est des joueurs qui sont susceptibles très souvent de prendre des coups, comme au futsal. Super, merci. Maintenant, est-ce que tu vois, nous, quand on regarde un match de foot, en tout cas étant plus jeune, on est comme des enfants. Donc, avant, c'était Zidane, Ronaldinho, etc. Le futsal, on sait que c'est très technique. Est-ce que toi, quand tu arbitres, tu es un peu comme un enfant, surtout quand tu dois avoir des Brésiliens, des joueurs qui sont très bons techniquement? Est-ce que tu redeviens un enfant, enfin tu redeviens comme un enfant, ou non, tu restes vraiment focus sur l'arbitrage, même si on sait que forcément tu dois être dedans. Comment tu vis la chose? Surtout en Coupe du Monde, par exemple, c'est quelque chose de particulier. Moi, j'aime bien le beau jeu. Et on voit tellement de beaux gestes, mais aujourd'hui en match, on est obligé de dire waouh. Et combien de fois ça nous arrive de lâcher des waouh, ou alors même des gardiens qui vont arrêter un ballon en pleine lucarne. Je suis à good save parce que on est dans l'adrénaline du match. On vit le match comme les joueurs. On essaye de rester sérieux et concentré. Mais quand on a des gestes techniques il y a dernier match de l'équipe de France. Alors j'étais derrière mon écran, mais c'est le Toulousain qui met une reprise de volée sur corner. On peut qu'être admiratif sur des gestes techniques comme ça. C'est automatiquement Ricardinho qui fait partie des meilleurs joueurs. J'en parlais encore hier soir. En Serbie 2016, il fait un geste technique, il fait un dribble, mais venu de nulle part. Il fait un sombrero en ayant le ballon au sol. Il arrive à faire un sombrero à son adversaire en Serbie, contre la Serbie. Il marque le but et il vient au milieu du terrain s'agenouiller et t'as 12 000 personnes, pratiquement que des Serbes, se lever. On avait tous les poils hérissés mais voilà, c'est des situations où tu te dis, la grâce est venue sur le terrain. Donc on est obligé, c'est des gestes techniques comme au foot. On en a parfois des buts venus de nulle part. On aime ça, on est là pour voir ce genre de célébration, de but, de dribble. Voilà, c'est normal qu'on réagisse par rapport à ça. D'accord. Est-ce que tu as des mauvais souvenirs dans l'arbitrage et forcément des bons? Donc raconte-nous un peu les deux, si tu as des mauvais souvenirs et les meilleurs souvenirs que tu as dans l'arbitrage. Alors j'ai pas beaucoup de mauvais souvenirs. Alors j'ai la chance j'ai jamais été agressé, j'ai jamais eu de soucis. Alors c'est anecdotique, j'ai eu un joueur un jour qui a enlevé son maillot parce que je venais de l'exclure, c'était en championnat régional. Et sur le coup, je me suis dit que j'allais passer un mauvais quart d'heure et aucun de ses coéquipiers ne bougeait pour venir le stopper. C'était une petite minute insolite où je me suis retrouvé un petit peu bête. Et ce joueur-là, alors l'anecdote, c'est que je crois qu'il avait pris 7 ou 8 matchs
de suspension. Et cette anecdote-là, c'est que ce jour-là, les fois d'après, quand je revenais au club, ce Pélissier, vous allez bien? Oh, excusez-moi pour la dernière fois. Et voilà, c'est passé. Et il faut aussi accepter, voilà, une personne peut un jour péter un câble et à partir du moment où derrière on se rattrape, c'est pas, on peut en discuter. Et aujourd'hui, voilà, c'est anecdotique et parfois on en rigole encore. Après, meilleur souvenir, alors la Coupe du Monde, c'est le Graal, c'est vraiment du haut niveau. J'ai fait Brésil-Japon en huitième de finale, quart de finale Iran-Kazakhstan, donc ça reste de très bons souvenirs. J'en ai deux autres qui sont la demi-finale de l'Euro, Ukraine-Russie, 10 jours avant le début de la guerre, en 2022. Donc ça restera un de mes plus beaux souvenirs. Et puis le plus beau, c'est la finale de la Ligue des Champions en Espagne, Palma de Mallorca contre les Portugais du Sporting. C'est le plus haut niveau, c'est les meilleures équipes. Voilà, là c'est vraiment le gratin. Je crois que je me suis couché à 4 heures du matin. À 7 heures, j'étais déjà réveillé en pensant à tout ce qui s'était passé. Automatiquement, ça reste mon plus beau souvenir. C'est magnifique. Magnifique. C'était, ça l'était. Petite dernière question. Comment est rémunéré un arbitre fédéral et international? Alors, au niveau international, alors c'est assez simple. Au futsal, on a à toutes les compétitions, pardon, futsal, foot et foot masculin, foot féminin, on a ce qu'on appelle une indemnité journalière. Donc, on a 200 € par jour. Donc, lorsqu'on se déplace pour un match, on arrive la veille, on repart le lendemain, et on a toujours un jour bonus pour divers frais de train ou de parking ou de taxi pour aller à la gare. Donc, on a 4 fois 200 €, quel que soit le niveau, quel que soit le match. Si c'est un tour préliminaire au mois de juillet, ou si c'est la finale de la Ligue des Champions, c'est systématiquement une indemnité journalière, 200 € par jour. Après, au niveau indemnité de match, au niveau masculin, donc la Ligue des Champions, Ligue Europa, je crois que les montants, et puis le niveau aussi de l'arbitre, qui sont en catégorie 3, 2, 1 ou élite, il a un variable. Donc, si l'arbitre le tour élite ou si l'arbitre la finale de la Ligue des Champions, je crois que ça varie entre 3 000 et 6 000 € d'indemnité de match. J'ai pas trop les montants, mais de mémoire, c'est à peu près ça. Au foot féminin, je crois que l'arbitre, je crois que c'était un montant de 800 € d'indemnité de match. Et au futsal, il n'y a jamais eu d'indemnité de match. Jamais. L'anecdote, c'est que ils ont attendu que j'arrête et donc depuis le 1er janvier, l'UEFA a eu une bonne nouvelle pour les arbitres internationaux futsal. Maintenant, ils auront une indemnité de 400 € pour un match. Donc c'est pas pour toi. C'est pas pour moi, c'est pour mes collègues. Ils ont attendu que j'arrête, ils se sont dit c'est bon, Cédric il arrête. Maintenant, on peut mettre une indemnité de match. C'est tombé début janvier. Donc dorénavant, un match, une indemnité de 400 €, ce qui est, mais quel que soit le niveau de l'arbitre ou quel que soit le niveau de l'arbitrage, du match à arbitrer. Donc ça, c'est au niveau international. À la Coupe du Monde, c'est différent parce que c'est la FIFA. On a, une fois qu'on passe les tests physiques, on a un bonus. Alors c'était à l'époque 10 000 $. Donc ça, c'est futsal, Coupe du Monde, beach soccer. Coupe du Monde, c'est 5 000 $. Et je crois que au foot, il me semblait qu'il y avait une part de, je crois que c'était 70 000 $ et tu avais des indemnités de match de 10 000 $. C'était en fonction du nombre de matchs que tu as arbitré. Je crois que c'était à peu près en ordre d'idée. Et au niveau championnat français, cette année, on a eu une augmentation. Donc, on était à 150 € d'indemnité de match. On est passé à 200 € d'indemnité de match en première division. En deuxième division, on était à 90 € et on est passé à 150 €. Donc, il y a eu une augmentation. On a 63 € d'indemnité restaurant-hôtel, quelle que soit notre dépense. Donc, on a 63 € dans la poche. Si on dort pas à l'hôtel ou si
préfèrent manger un sandwich, c'est nos dépenses à nous. Par contre, si on a un hôtel et qu'on paye 80 €, on va payer 80 € de notre poche. On paye le restaurant, c'est la même chose. C'est pas sur facture les 63 €, c'est automatiquement. Et on a 0,47 centimes du kilomètre d'indemnité de déplacement. Donc, si on fait 500 kilomètres, on multiplie par 2, ça va faire 1000 kilomètres. Multiplié par 0,47, ça nous fait 470 €. Après, à nous de nous déplacer, de payer le train, de payer la voiture, de payer l'avion, de faire du covoiturage avec le collègue. Si on est par exemple deux Parisiens à aller arbitrer, on va essayer d'optimiser notre déplacement. Mais à nous de nous déplacer et d'être à l'heure, 1h30 avant le coup d'envoi à la salle, et si possible à midi au lieu de notre match. Ok, super. Merci beaucoup, Cédric. Je te laisse je te laisse le mot de la fin. Si tu as des conseils à donner à des jeunes arbitres ou à des gens qui ne sont pas arbitres, qui voudraient peut-être devenir arbitres, je te laisse la parole. Alors c'est vraiment avec plaisir que je suis venu dans l'arbitrage, et aujourd'hui voilà, j'essaye de motiver les jeunes à persévérer, et si on a des rêves, de travailler pour les réaliser. Et c'est difficile à tous les niveaux, donc faut pas se dire j'y arriverai pas. Donc c'est difficile pour tout le monde, même quand on est au plus haut niveau. Et puis c'est le travail. Faut travailler, faut aller aux entraînements, et comme on en a parlé, des erreurs, ça arrive à tout le monde, ça arrive au plus haut niveau, ça arrive au plus bas niveau, mais il faut savoir rebondir, il faut savoir apprendre de nos erreurs pour progresser, et je pousse les jeunes à venir au futsal pour découvrir le futsal. Comme tu dis, si on ne le connaît pas, c'est très plaisant, on y prend goût. Il fait moins froid dedans que dehors, surtout en hiver. Donc on a la discipline du futsal qui est en plein essor en France, et l'arbitrage doit aussi suivre cette progression, et il faut venir au futsal. Écoute, merci beaucoup, Cédric. Je t'en prie. C'était super sympa. C'était un plaisir. J'ai pris du plaisir à t'écouter. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Et bon courage aussi. Merci beaucoup. Alors, pour les auditeurs, en tout cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. En tout cas, moi, j'étais heureux d'être avec Cédric, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir.